Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour un autre critique. T'es avec Eric, j'espère que tu vas bien. Formidable Farm, et oui, encore Freedom Freeze, que si tu veux, c'est rendu quasiment la marque de commerce à table que de regarder du Freedom. Donc ici, c'est son offre, je crois, de 2025, mais la régionalisation par Rio Grande a pris un peu de temps. Donc c'est rentré, au mois de mars peut-être? Donc j'ai eu le temps en masse de l'essayer. Dans Formidable Farm, c'est un autre jeu de complétion de contrats, d'échange de ressources, des trucs qui sont plutôt standards pour notre designer à cheveux verts préféré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir vite comment que ça joue ce petit jeu-là. On va faire une petite revue morceau par morceau. Ça devrait aller assez vite, puis après ça, je te donne mon feeling là-dessus. Dans Formidable Farm, chaque joueur compétitionnera pour finir sa pile de contrats le premier. Oui, il s'agit d'une course. À son tour, chaque joueur devra bouger une fois son marqueur afin de libérer son espace et d'acquérir des ressources sur le plateau des ressources. Il pourra compléter jusqu'à 3 contrats. Il pourra utiliser le nombre de fois qu'il le veut, une ou plusieurs des 4 actions payantes, actions qu'il paiera avec ses contrats déjà complétés. Lorsqu'un joueur complète sa pile de contrats, le tour actuel se termine. Le joueur ayant rempli tous ses contrats est déclaré le vainqueur. Si plusieurs joueurs réussissent à compléter leurs contrats, les ressources restantes serviront à départager la victoire. Donc, Formidable Farm, quoi ça a l'air dans la boîte? Donc, on va commencer la revue, comme on fait toujours, morceau par morceau, avec la boîte. Certains diront que la boîte est un peu grosse pour ce que ça contient, et les gens n'ont pas tout à fait tort. En fait, une des seules raisons que je vois pourquoi que la boîte est aussi grosse, c'est pour y mettre le livre d'instructions, puis le punchboard. Donc, on avait là, cette roulette-là qui sert à choisir les actions. Puis, si tu regardes là, un coup que le punchboard était là, puis tu avais 4 tuiles comme ça là, dans chacun des coins qui servent pour te donner un petit peu, là, c'est un aide de jeu pour les actions auxquelles on peut payer. On va y revenir. Bref, la boîte est un peu grosse pour ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les cartes, c'est l'essentiel du jeu. Il y a 120 cartes, donc c'est 119 contrats comme ça, et une carte premier joueur. On sent que, par rapport à la grosseur de la boîte, la matrice cartonnée, le choix là, d'avoir mis 119 contrats et une carte premier joueur, ça donne l'impression qu'une matrice pour imprimer un jeu, mettons, c'était 40 cartes, puis il voulait les remplir au complet. Donc, ça a fait 3 matrices de 40 cartes, et voilà, c'est un jeu de 120 cartes sans perte. Ça donne un petit peu ce feeling-là. Bof, mais enfin. Parlant des cartes, les cartes sont de qualité correcte. Si tu as déjà joué là, du Weichspiel, ça veut dire comme Fire et compagnie, c'est pas mal la même chose. Donc, tu sais, légèrement tressé, mais tu as l'impression que c'est pas un cœur en plastique. Là, ça donne l'impression que c'est un cœur cartonné. Moi, évidemment, là, je suis un sleever compulsif, donc puis c'est de la petite sleeve très standard, là, c'est pas de la sleeve king, mais c'est juste assez pour sentir que ça va protéger les cartes. En parlant des cartes, au niveau du rendu, là, c'est très très clair ce qu'il y a dessus, et c'est un des rares jeux que je trouve bien illustré par cette boîte de production-là. Oui, c'est très simple, mais je trouve ça de très bon goût. Donc ici, on a comme 3 petits avatars de fermiers ici dans le coin. Là. Donc on a un avec son brin d'herbe, on a la jeune fermière ici et l'éminence grise. Puis à part de ça, des moutons, du blé, des concombres, des tomates. Puis les résultats, on reviendra sur l'iconographie. Mais sinon, c'est bien illustré et c'est très clair. Fait que là-dessus, pas grand-chose à dire. Les sélecteurs d'action, ce sont des grosses pièces de bois. Fait qu'encore là, rien à dire, mais je suis content que ce soit de la belle grosse pièce de bois qui se prend bien, malgré que, il aurait pu mettre un petit travailleur, il aurait pu mettre d'autres choses, mais encore là, ça fait très bien ce que ça a à faire. Le plateau, là, donc dans le fond, la qualité des cartons, très bien, ça fait ce que ça a à faire. Rien à dire là-dessus, légèrement tressé. Puis encore là, l'iconographie, elle est très claire. Les tuiles d'aide de jeu, pourquoi que c'est pas 4 cartes différentes? C'est probablement que c'est le carton qui restait sur le punchboard
parce qu'il y en avait un comme ça dans chaque coin. Donc, ça a été recyclé pour faire ici là, les tuiles d'aide de jeu pour les 4 actions gratuites. Pas les 4 actions gratuites, mais les 4 actions où on brise les règlements. Donc, celui où on ne déplace pas son pion, celui où on peut aller là où il y a déjà quelqu'un, celui pour piger une carte et celui pour avoir une ressource de son choix. Fait que, encore là, ça, un coup tu as joué 2-3 fois puis tu te connais par cœur, ça fait ce que ça a à faire. Les ressources sont correctes, mais c'est du recyclage encore de la boîte de Firm & Freeze. Donc ici, on reconnaît les blés comme dans Fireum ou comme dans Friday, qui étaient des fougères. Donc la même forme peinturée en vert. Les concombres qui sortent de, je me demande, c'est pas Five Cucumber, qui était un de ces nombreux jeux de plis, de trick-taking, là, ou de peu importe, là, il en fait à peu près 3 par année. Donc ici, on a les petits concombres. Les tomates qui ont l'air d'être plus des pommes, bref. Puis, je crois que ces 2 formes-là viennent d'Agricola. Si je ne me trompe pas, dans les livres d'instruction, il y a la mention comme quoi il remerciait la boîte, je pense que c'est Lookup ou Lookout. Un peu, je vais sûrement trouver ça ici assez rapidement. Ouais, donc ici, tu vas le voir ici là, pour Lookout Spiel. Donc pour le cochon et le mouton. Mais sinon, ça fait ce que ça a à faire. J'aurais encore une fois le fait que c'est beaucoup d'échanges de dire, je suis sur mon plateau ici, je choisis 2 cocombres, je prends 2 cocombres, puis là, je joue une carte pour donner 2 cocombres, puis j'ai une carte. Tant qu'à avoir des ressources de bois comme ça, je pense que j'aurais préféré avoir des petits trackers, mettons de 1 à 10, puis avoir juste à déplacer les ressources pour être capable de dire combien on en a. Fait qu'on aurait juste eu à les monter et à les descendre. Mais encore là, bref, c'est du nitpicking, ça fait bien ce que ça a à faire. On avait le nez dans les instructions. Les instructions sont super claires. Le jeu, il est très, très, très simple. Pour te donner une idée, là, c'est ça, How to Play. Ici, tu as les règles. C'est juste ça le jeu. C'est ces 5 petits paragraphes-là. Ici, c'est comment faire le setup et qu'est-ce qu'il y a dedans. Ici, c'est comment lire chacune des cartes puis un petit peu là, certaines règles par rapport à certains icônes. Ici, un peu plus de détails de dire, ici c'est ton tour, voici ce qui peut se passer, voici les 4 actions là, que je t'ai montrées sur le bout de carton qui était ici. Puis, tu as un petit peu là, certains petits, ne soyez pas surpris, voici ce qui se passe dans le jeu. Un exemple de tour, end of game, partie solo et iconographie. L'iconographie n'est pas toujours super claire. Je suis encore à ce jour, après avoir joué probablement une dizaine de parties, j'ai souvent le nez dans les règles pour voir là, certains des icônes qui sont pas toujours triviaux. Des plus 2, il en reste un, plus 2, il t'en met 2 en dessous. À force de jouer, on l'apprend, mais je réalise que j'oublie assez rapidement les icônes, à quoi ils servent. Ah, puis by the way, là, j'adore la façon que les cochons sont dessinés. Là, je trouve ça mignon tout plein. Puis écoute, c'est ça le matériel. Je pense que je n'ai jamais fait une revue matérielle aussi rapide que ça. C'est des cartes, des bouts de carton et des bouts de bois. Comment j'ai trouvé ça comme jeu? C'est quoi mon feeling là-dessus? J'avais des grandes attentes pour ce jeu-là. Il m'intéressait beaucoup. Pourquoi? J'aime les jeux de remplacement de ressources. Donc, justement, de dire un mouton pour n'importe quelle ressource, puis je prends ça, puis une tomate, puis j'avais peut-être déjà une tomate, j'en paye 2 pour remplir celui-là, puis après ça, je peux échanger d'autres ressources pour être capable de faire d'autres choses. C'est pas mal dans mon wheelhouse de ce que j'aime. Je vais t'avouer que ma première partie, j'ai pas été sûr. Et la raison est que la première carte que tu vas réussir et la dernière que tu vas réussir, c'est le même feeling.
ce n'est pas un jeu d'engine builder. Tu n'auras pas de construction d'engin là-dedans. Il n'y a pas de dire qu'à un moment donné, tu vas déplacer ton pion ici, puis ton 3 blés va devenir 4 blés, va devenir 5 blés. Tu n'as rien de ça. La première carte que tu résous et la dernière que tu résous, tu vas avoir le même feeling. Donc, très classique Freedom and Freeze, la tension, elle est principalement dans le fait que le jeu est une course. Ce n'est pas une course au point, c'est une course à savoir qui sera le premier à finir son paquet de cartes. Et c'est là qu'est la tension. Après ça, ça a été aussi quand j'ai joué le mode solo tel que tel dans le livre. Je vais t'avouer que je n'ai pas aimé le mode solo. C'est encore là, classique Freedom and Freeze, où c'est que tu as l'impression que c'est pas tant forcé. C'est à 18 tours pour compléter 30 contrats, 30 cartes. Et je pense que c'est ça que j'ai dit, 18 tours. J'ai trouvé ça plat. Le magasin, habituellement, la façon que tu joues, c'est que tu as ta pile, puis selon le nombre de joueurs, là, en solo c'est 30, à 2 c'est 20, whatever. Puis, tu as un marché de 5 cartes ici qui peut te servir à aller chercher des choses qui te manquent ou essayer de donner un petit peu de oomph à ta partie. Pas juste être enfermé dans ta main de carte. Puis quand tu joues solo, ça, il n'y a aucun mouvement de ça, sauf les cartes que tu remplis. Puis les places bloquées, ben c'est un pion qui tourne en rond. J'ai trouvé ça unreal, ça n'avait pas de bon sens. Mais j'ai joué quand même quelques parties à 2 et là j'ai compris où était l'intérêt. Une tension qui est légère, tu sais, comme n'importe quel jeu de cartes léger, mais qui marche super bien. À 20 contrats, la longueur du jeu est suffisante. À 30, je trouvais ça trop long. Mais à 20, à 30, voyons, attends, à 30, je trouvais ça trop long. À 20, je trouvais ça correct. Et probablement qu'il a été balancé à 30 pour que les 18 tours, ben que chaque ressource ici soit bloquée une seule fois et que ce soit balancé avec la difficulté du jeu. Beaucoup de gens ont dit que 30 était très difficile à réussir en 18 tours. Et je serais porté à le croire. Comme je te dis, je l'ai joué une fois, peut-être 2, quand je l'ai reçu. Mais à 2, j'ai eu beaucoup de fun, mais ça reste que c'est un jeu gateway. C'est un jeu, tu ne fais pas une soirée de Formidable Farm. Moi, la dernière partie que j'ai jouée, c'est après une partie à 2 de Dark Providence Cthulhu. Donc, un deck builder là, un peu plus crunchy, là, puis qui demandait un peu plus de réflexion. Puis il restait peut-être 1 heure avant le souper. Bon, on a joué 1 ou 2 parties là, de Formidable Farm, là, puis ça s'est fait tout seul. Le jeu a 3 choses qui, pour moi, le sauvent. Premièrement, il y a ici les fameuses actions qu'il faut payer. Donc, de dire que tu ne bouges pas ton pion ici, tu peux aller là où il y a quelqu'un et piger une carte ou avoir une ressource. Et tout ça, il y a un coût. Comment le coût est-il calculé? Tous les contrats, derrière le dos de la carte, c'est un écu. Et qui fait en sorte que tu as ta main de contrat, puis à la mesure que tu les résous, tu les mets à plat. Et maintenant, les contrats remplis deviennent de l'argent. Et tu peux te servir des contrats que tu as complétés pour être capable de t'acheter certains bénéfices. La ressource qui te manque, peut-être une carte que tu veux piger dans ton deck parce que tu veux te donner plus de choix. Et ça, pour moi, ça a été un des trucs que j'ai trouvé tellement simple et tellement génial. Parlant du fait, il y a des gens qui se sont plaints que ce jeu-là, ce qui est fatigant, c'est qu'à chaque tour, tu ne peux pas remplir plus que 3 contrats. Et il faut l'avoir joué pour avoir compris. La raison, c'est qu'à un moment donné, si ta main, dans toutes les cartes, là, à un moment donné, là, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui aient une main beaucoup moins favorable, qui va avoir beaucoup moins de synergie.
Ben, de bloquer à 3, ça fait en sorte que si tu es sur ton aire d'aller, ça te donne un stop et ça permet aux autres joueurs autour de la table d'aller choisir des ressources. Donc, tu vas me dire que c'est hyper artificiel, mais ça évite aussi qu'un joueur tombe en analysis paralysis, là, en paralysie d'analyse, et qu'il prenne du temps comme c'est pas possible à chacun de ses tours. Freedom and Freeze aime les tours de jeu excessivement rapides. Donc, de bloquer ça à 3, ça fait en sorte que les autres joueurs peuvent juste jouer plus rapidement. Eux autres aussi vont trouver leur plaisir là-dedans. Et il y aura ce bloquant-là, artificiel soit, mais qui va quand même permettre de donner un rythme autour de la table. Donc, les sous, ça, c'était une des 3 affaires que j'ai beaucoup aimées. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que de façon, je vais dire naturelle, absolument ce genre de jeu-là, mettons, on va dire, là, bon, ça, c'est ton paquet de contrats. Moi, j'en pige 3. Ça, je commence la game avec ça. Fait que, mettons, je réussis ça, je réussis ça, je réussis ça. Excellent, ça me fait 3 sous. La plupart des jeux diraient, remplissez votre main jusqu'à ce que vous ayez 3 cartes. Dans ce jeu-là, ça n'arrive pas. Comment tu fais pour remplir ta main? Tu as une action ici qui s'appelle piger une carte. Pour 3 écus, tu peux piger une carte, mais plusieurs des contrats te permettra d'aller piger des cartes dans ton propre paquet. Donc ici, si tu donnes une ressource de chaque, tu peux piger 3. Si tu donnes 3 ressources pas pareilles, tu peux en piger 2. Si tu donnes un concombre et un blé, ça te permet d'en piger une. Et ça aussi, ça donne une forme d'ajustement du rythme de la game. Pourquoi? Parce que quelqu'un là, que la façon que les cartes ont été brassées, son deck, là, il serait parfait. D'une carte à l'autre, les cartes y coulent. Puis ça donne de même. Ben, pour être capable là, d'aller la remplir sa main, ben, il va peut-être falloir qu'il vienne ici, puis il va peut-être falloir qu'il dépense des écus. Il va peut-être falloir qu'il remplisse un contrat qui ne lui est pas tout à fait utile pour remplir sa main. C'est un autre mécanisme qui est super simple et qui marche très bien et qui rajoute un élément de tension que j'ai rarement eu dans un petit jeu de cartes de cette nature-là. Fait qu'on a dit, j'aime beaucoup le fait que les contrats complétés deviennent des écus, le fait que notre main ne se remplisse pas de façon naturelle. Quel est pour moi le 3e élément qui sauve la mise après 2 parties solo que j'ai trouvé très triste? Il y a un solo fan-made, c'est pas moi qui l'ai fait, mais qui est disponible sur BGG, avec lequel tu vas te battre contre un petit automate qui va te courser. Il marche super bien. Je vais te le mettre en description si tu es intéressé, mais grosso modo, l'automa aura lui-même son propre deck de cartes et selon lequel des 3 fermiers qui va apparaître, il va y avoir, il y a comme ça 2 lignes d'instruction. Si c'est elle, tu brûles, mettons, 2 cartes dans le marché. Si c'est lui, tu lui donnes un cocombe, puis à toutes les 5 cocombres, il résout automatiquement un autre contrat, puis lui, de façon naturelle, il résout le contrat actuel plus une autre carte. C'est d'une bêtise et c'est super bien balancé et ça marche très bien. Donc, solo mode, fan-made, pour moi, qui a sauvé ça comme solo, et en multijoueur, ça marche très bien. Mais il faut que tu saches que c'est un jeu qui est léger. Si tu n'aimes pas remplacer des ressources un pour l'autre, tu ne triperas pas là-dessus. C'est toi un worker placement, là, tout simple comme ça, de dire, ben, tu sais, au lieu là, d'avoir, je sais pas moi, comme les jeux de Sean Phillips, là, mettons les West Kingdom, où c'est que tu te promènes là, dans le royaume pour aller chercher. Tu sais, ici, là, un cochon, un mouton, c'est 2 cocombres. C'est rien que ça, là, ton placement d'ouvrier. Donc, c'est pas fait pour tout le monde et j'en suis j'en suis tout à fait conscient. Donc, est-ce que pour moi, c'est une recommandation Formidable Farm?
C'est une recommandation avec retenue. Comme je t'ai dit, il faut que tu aimes le genre. Il faut que tu aimes un jeu léger. Il faut que tu aimes un jeu de conversion de ressources. Par contre, c'est un jeu qui est selon, c'est que tu vas l'acheter, il n'est pas toujours donné. Tu sais, si c'est. Puis, j'aime pas toujours ramener à la valeur monétaire parce qu'un jeu, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi du développement. Mais, tu sais, n'en reste pas moins que ça reste toujours bien juste 120 cartes, un bout de carton, puis un paquet de ressources que Freeman Freeze a pris de son bench puis qu'il a sacré dans la boîte. Si là, tu l'as plein prix, comme si c'était 60$, ça ne vaut pas la peine. Anyway, comme tous ces jeux, tu risques de trouver ça sur le marché auxiliaire. Si tu aimes le genre de jeu, mais que tu veux plus de tension, que tu veux quelque chose là peut-être d'un peu plus cérébral avec un phénomène d'engine builder, je te conseillerais peut-être plus Furnace, ou en français les hauts fourneaux, dans lequel tu avais la zone où, avec des tuiles qui ressemblaient à ça, numérotées, tu pouvais faire de l'encan, du bidding, ramasser des cartes, bâtir un engin, et là, rendu là, tu faisais là, ta petite séquence de dire où tu remplaçais, ben, au lieu d'être des tomates, des cocons puis des cochons, ben, c'était du charbon, de l'acier, de l'huile pour faire de l'argent. Ça restait essentiellement le même jeu, mais peut-être un peu plus crunchy. Mais si tu veux quelque chose de léger, on a du fun, puis on joue aux cartes. Donc, si tu es du genre à aimer, je te dirais, là, les jeux de cartes, là, si tu as aimé The Crew, je te dirais même à la limite un jeu comme 5 qui prend, 6 qui prend, là, des fois c'est 5, des fois c'est 6 selon la régionalisation du jeu. Si tu aimes ça, on est à peu près là-dedans, un peu plus dur. Au final, ça a fait que moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui va rester dans ma collection parce que j'aime l'auteur, parce que j'aime le poids, parce que j'aime les dessins, parce que j'aime les petites différences qu'il apporte. Moi, je les aime, mais je suis tout à fait conscient que ça ne sera pas pour tout le monde. Et c'est ça qui va conclure ma revue de Formidable Farm. Merci beaucoup de t'être joint à moi et on se voit très bientôt à table. Salut là!